Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview organisée par Equivalet, qui est partenaire de cet épisode et que je tiens aussi à remercier au passage. Je vais tenter de vous introduire un peu, parce que c'est de coutume chez nous de tenter d'introduire nos invités, mais ce qu'on préfère encore plus, c'est quand eux le font. Vous allez le voir de toute manière, on va vite revenir sur votre parcours. Marie, vous êtes une cavalière émérite, vous avez commencé à monter à cheval très jeune. Votre famille a toujours baigné dans le monde du cheval. Votre grand-père était maître de manège au Cadre Noir de Saumur, si je ne me trompe pas. Votre papa, Jean-François, a été propriétaire de plusieurs chevaux de Grand Prix, dont, entre autres, le célèbre Galoubet. Et votre maman montait aussi à cheval. Tout vous prédestinait donc à monter vous aussi. Et suite à cela, vous vous êtes accroché. Vous avez justement transformé cette passion des chevaux en votre métier, puisque vous avez très vite fait le choix de devenir cavalière professionnelle. Après avoir enchaîné beaucoup de succès en compétition, notamment en championnat de France, championnat d'Europe, vous avez travaillé pendant 4 ans chez le cavalier et marchand de chevaux Hubert Bourdi, que l'on connaissait bien. Et puis vous vous êtes installé en Suisse pour fonder votre propre écurie. Vous revenez en France il y a très peu de temps, il y a 2 ans à peu près, si mes informations sont toujours bonnes. Est-ce que, Marie, cette introduction est à peu près complète? Est-ce qu'il y a des grandes étapes qui ont été formatrices et charnières pour vous et qu'on aurait oublié déjà? Il y a eu pas mal de grandes étapes, mais après, avec les chevaux, je crois que c'est le quotidien, le jour après jour, qui fait qu'on apprend. Voilà, je pense qu'on arrête d'apprendre quand on arrête de monter à cheval. Donc, de grandes étapes, je dirais pas vraiment. Je dirais, voilà, le quotidien. Et jour après jour, on apprend, on se rend compte qu'on sait beaucoup moins qu'on pensait. Et on continue. Est-ce que, Marie, donc, vous pourriez un peu nous parler de vous, mais davantage de votre personnalité, vos traits de caractère, vos points de force aussi? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes? Alors, faudrait demander aux autres plus qu'à moi, mais je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été tellement passionnée par les chevaux. J'étais tout le temps à la campagne, j'étais dehors. Je détestais l'école. Je suis allée à l'école le premier jour sans problème, et le lendemain, quand on m'a réveillée pour y aller, j'ai dit quoi encore? Donc voilà, au bout d'un jour, c'était quand même assez mal barré. Et je préférais toujours être dehors avec les animaux et les chevaux, toujours les chevaux. Ça n'a jamais changé. Vous avez toujours vécu auprès des chevaux. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « Voilà, c'est ce que je veux faire, c'est une évidence, je vais en faire mon métier ». Est-ce que vous avez toujours su d'ailleurs que vous alliez en faire votre métier? Est-ce que vous auriez pu faire autre chose de votre vie? Est-ce que vous aviez envisagé faire autre chose de votre vie? Ou est-ce que ça a été une évidence depuis le départ? Ça a été une évidence depuis le départ. J'ai toujours baigné dans les chevaux. Nous avions les chevaux à la maison. Mon père, donc, du coup, a fait quand même pas mal d'élevage. On avait les poulains de Galoubet à la maison. J'avais mon grand-père à la maison. On avait mes grands-parents maternels qui habitaient avec nous et qui nous ont élevés parce que mes parents travaillaient beaucoup. Et donc j'avais mes poneys sur place. Mon grand-père qui était aux écuries avec moi, qui m'a appris à faire un box, qui m'a appris à brosser, qui m'a appris à nourrir les chevaux, à concasser tous les aliments, à calculer les rations, à faire les mâches. Et c'était incroyable pour un enfant de baigner dans cette atmosphère d'homme de cheval, de passion, d'amour des animaux et des chevaux. J'ai eu une chance incroyable. J'aimerais bien avoir votre définition de qu'est-ce qu'un homme de cheval. Un homme de cheval, c'est un homme qui comprend l'animal avant l'athlète. Le cheval, même s'il est domestiqué depuis des siècles, reste une proie dans la nature. Et il ne faut jamais perdre de vue cette idée-là. Et après, donc un homme de cheval, c'est un homme qui comprend l'animal, qui comprend sa psychologie, qui comprend ses émotions, et en même temps qui comprend son physique, la mécanique, le fonctionnement physique d'un cheval. Voilà. Et qui sait justement faire passer son cheval avant lui. Vous vous êtes beaucoup entraîné aux côtés de grands champions, on l'a dit, Hubert Bourdi, mais aussi Gilbert Trompe-Balanda, Hervé Godignon, Michel Robert, etc., avec Noren. Voilà, j'en avais noté pas mal. S'il y avait un dénominateur commun de toutes ces personnes aux côtés desquelles vous avez eu la chance de monter et de vous former, lequel est-ce que ce serait et finalement, en fait, pourquoi les avoir choisis eux, quelque part, pour progresser?
Alors au début, c'était mes parents qui choisissaient pour moi, j'étais jeune. Et là aussi, j'ai beaucoup de chance, c'est que voilà, j'ai évolué dans une famille vraiment voilà, composée de personnes très intelligentes, très cultivées et très réalistes. Mon père a toujours été très très gentil, mais en même temps très dur. Et c'était toujours bien, mais... Et il est parti du principe qu'il fallait d'abord que j'apprenne à monter à cheval avant d'acheter des chevaux. J'ai commencé quand même avec des poneys, des chevaux de location. Après, on a acheté quelques poneys que j'ai dû vendre pour avoir des chevaux. Parce que comme toutes les petites filles, quand il m'a dit il faut vendre des poneys, j'ai dit non. Et il m'a dit ah parce que tu veux arrêter de monter. Ah mais non, alors il faut les vendre pour acheter des chevaux. Et, et ça c'était une chance énorme. Et je ne sais plus ce qu'on disait. On disait, je vous parlais des personnalités avec qui vous avez eu la chance de travailler et de vous entraîner. Et donc c'était, ils ont investi vraiment dans des stages. L'apprentissage, les stages avec les meilleurs. Donc voilà, mon apprentissage a pris un certain temps, a eu un certain coût, il faut se l'avouer. Mais maintenant je les remercie. Parce que pour l'âge que j'ai, je vais sur les 42 ans et avoir autant de vécu et autant d'expérience et avoir pu bénéficier de autant d'entraîneurs aussi incroyables, pour mon âge, dans l'équitation, c'est jeune. C'est pas comme dans d'autres sports. Il y a des cavaliers qui vont très tard. On a encore vu Michel Robert gagner 2 rankings à Bourg-en-Bresse avec la fougue d'un junior. C'était quand même assez incroyable. Et tous ces entraîneurs-là, après, on les a choisis parce que c'était des gens que mes parents connaissaient. C'était des gens avec qui mes parents avaient travaillé. Gilles Bertrand de Ballon avec Galoubet, Hervé Godignon avec Si-Joli. Après Hubert Bourdi, mes parents n'avaient pas eu de chevaux avec lui, mais voilà, Hubert Bourdi était quelqu'un de connu, de reconnu. Et il y avait aussi cette notion de commerce de chevaux qui était aussi nouvelle. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur votre passage justement chez Hubert Bourdi, peut-être parce que nous on connaissait bien, on a eu l'occasion d'aller beaucoup là-bas à Marieux. Il y a quand même beaucoup de très bons cavaliers qui sont passés chez lui, je pense notamment à Kevin Saute. Moi j'y étais en même temps que Anne-Laure Gauthier et Kevin. D'accord, et du coup j'aimerais bien savoir un peu votre avis, essayer de comprendre d'après vous comment et pourquoi tous les cavaliers qui sont passés chez Hubert ont eu quand même ce succès derrière. Parce qu'ils étaient bons. Enfin, ils auraient pu aller ailleurs aussi. Mais voilà, Kevin n'a plus rien à prouver. Et quand il est arrivé chez Hubert, il en a bavé. Hubert était très dur. Et Hubert était quelqu'un d'extrêmement intelligent, de brillant, très très fort dans le commerce, un talent fou à cheval. Mais voilà, au quotidien, il pouvait être très dur. Il y avait beaucoup d'humour, mais voilà, je pense que chaque semaine, en fait, c'était, voilà, on avait chacun notre semaine. On prenait pour notre grade pendant une semaine, après c'était le tour de Kevin, et là on compatissait avec Anne-Laure, après c'était le tour d'Anne-Laure et on compatissait avec Kevin, mais ça forge, ça forme. Donc moi, quand je suis arrivée chez Hubert, c'était une époque où j'étais un petit peu entre deux, ça allait pas très bien, j'étais avec Si-Joli, j'ai sauté dans mon terrain en herbe, et je me rappelle encore, c'était juste avant le championnat d'Europe jeune cavalier. Et je savais que ça allait pas, je savais que c'était pas bien ce que je faisais. Donc je fais mon parcours, et là, Hubert qui bouge pas, qui attend, qui me regarde et qui me dit t'entraînes pas à monter sur le podium. Mais c'est horrible, mais c'est tellement drôle, et c'est tellement vrai. Enfin voilà, j'ai eu ça chez Hubert, et à chaque entraîneur que j'ai eu ont été durs à leur manière, mais ils avaient raison. Et si on n'est pas capable d'encaisser ça, autant arrêter. On entend parfois que le succès, c'est d'abord 5% de talent et 95% de travail. De travail, mais de bon travail. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement. Mais après, je l'ai aussi fait travailler trop et m'épuiser au travail pour en fait ne pas voir ce qui n'allait pas inconsciemment. Je l'ai fait aussi. Donc il faut faire attention, il faut travailler beaucoup, mais travailler dans la bonne direction. Parce que ça m'est arrivé aussi, et je vois d'autres personnes le faire, de se noyer dans le travail, et voilà, de se mettre un petit peu des œillères, ça ne va pas non plus. Mais c'est évidemment, c'est beaucoup de travail. Et ça, il n'y a pas le choix. Et après, plus on avance, plus on délègue, plus on prend du recul, et plus on travaille intelligemment, et on travaille là où il faut. Parce qu'on sait s'entourer de bonnes personnes et de gens très très compétents autour de soi.
Mais ça, c'est une fois qu'on a pris l'expérience de l'âge et les moyens financiers de pouvoir avoir ce système-là. Vous diriez que les cavaliers qu'on voit dans les Coupes du Monde, sauter les 5 étoiles, les championnats, etc., sont toutes des personnes à la fois talentueuses et travailleuses. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui arrive un peu, qui émerge par son talent, et est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir quelqu'un qui émerge par sa force de travail, sa force de caractère, sans avoir vraiment le talent initial? Alors, il y en a plein qui n'ont pas de talent du tout. Ça, faut le savoir, c'est pas du tout une critique. Après, voilà, si le travail est là et les moyens financiers sont là, évidemment. Il y a un moment, je veux dire que si on a 0 talent, mais qu'on a 10 chevaux de Grand Prix qui ont déjà sauté du 5 étoiles et qu'on a l'entraîneur, le cavalier de dressage, et tout le staff autour, et qu'on monte tous les jours et qu'on saute tous les jours, évidemment qu'à un moment ça paye. C'est obligé. Par contre, à très très haut niveau, un cavalier qui va arriver avec juste du talent et 0 travail et 0 organisation autour, ça n'existe pas. C'est impossible. Du talent et aucune organisation et aucun travail, ça va jusqu'à 140 s'il a le cheval qu'il faut. 145 s'il a vraiment un cheval qu'il faut. Et après c'est fini. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Il y a trop de concurrence, il y a trop de gens performants, il y a trop de bons cavaliers, trop de bons chevaux, et surtout maintenant trop de gens qui ont accès à toutes les connaissances et à tout ce qu'il faut pour réussir. C'est comme dans n'importe quel domaine. Je vais rebondir, je ne suis pas forcément l'ordre des questions qu'on avait préparées, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, le système économique dans lequel un cavalier s'installe est extrêmement important. On peut dire qu'il fait peut-être 50% quelque part de la réussite. Vous êtes passé chez Hubert, mais vous avez aussi été chez Daniel Etter, pour ne citer que, et puis vous avez donc découvert les rouages du commerce de chevaux de haut niveau. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, vous, sur quelle économie est basé votre système, et puis nous dire un peu comment est-ce que vous voyez l'avenir quelque part du sport avec cette économie-là? Pour ma part. Oui, pour votre part d'abord, et puis après de façon plus générale. Alors, nous, on a toujours, c'est pareil, j'ai commencé avec vraiment, je suis né au bon endroit, j'ai commencé avec de la chance bien évidemment, de par ma famille, les qualités humaines de ma famille, et bien sûr des moyens financiers assez conséquents pour me permettre de faire tout ça. Mais après, avec un côté très très réaliste, on n'a jamais caché ce que ça coûtait, et on a toujours vendu. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Mes parents ont des bijouteries d'un côté, et d'un autre côté, ils sont tous dans les chevaux, et mon père était quand même précurseur dans l'élevage. C'est lui qui a importé l'insémination artificielle en Europe. C'était le premier à syndiquer un étalon. Donc voilà, on a quand même une idée économique du système qui est très très réaliste et très claire. Après, donc j'ai toujours dû vendre les chevaux à un moment ou à un autre. Bien évidemment, ça s'est augmenté au fur et à mesure de ma carrière. Mon passage chez Hubert m'a fait beaucoup de bien, m'a ouvert les yeux sur le commerce. On a pu aussi aller chez Yann Tops faire des compétitions. J'ai pu présenter des chevaux chez Yann Tops, j'ai pu faire la vente là-bas. Et après, je suis passé à encore une catégorie au-dessus, c'est chez les Etter, Gerhard Etter, et était quand même un des plus gros marchands au monde. Je pense que là, il en est à 40 000 chevaux vendus dans sa carrière. C'est énorme. On était dans une structure avec 130 chevaux, entre 100 et 130. Donc moi, je suis passé de mon petit système d'homme de cheval, de très peu, mais très très bien, un petit peu comme de la haute joaillerie. Et là, je suis passé d'un coup, sans aucune connotation péjorative, hein, je cherche juste le mot, à un supermarché du cheval, où vous avez le premier prix jusqu'au dernier prix, et pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les niveaux. Donc là, j'ai encore appris énormément. Vraiment, c'était une expérience assez incroyable. Je suis complètement sorti de ma zone de confort, en étant dans une structure qui était à l'opposé de tout ce que j'avais appris, en voyant déjà tellement de clients différents, de tous les pays différents. Donc j'ai présenté, j'ai essayé des centaines de chevaux. Donc après on voit un peu tout ça, on voit aussi les visites d'achat,
Les visites pour vendre, les visites pour acheter, pourquoi les gens achètent, pourquoi les gens n'achètent pas, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, les résultats en concours, et tout. Et après, tout ce côté commercial et relationnel à avoir avec les clients et le service après-vente. Parce que moi, là-bas, j'avais aussi des clients que je devais entraîner. Donc, c'était ma belle famille qui s'occupait de vendre les chevaux, ou moi. Et après, moi, je faisais le service après-vente. Donc, c'était d'entraîner. Souvent, c'était des jeunes filles qui faisaient des championnats d'Europe junior, jeunes cavaliers. Et donc, je devais... ça, c'était un travail énorme. J'avais mes chevaux à gérer, j'avais les clients à gérer, j'avais la maison, mon fils. Et donc, c'était des journées extrêmement lourdes. À aucun moment, je ne m'arrêtais jamais pour manger à midi. C'était du matin jusqu'au soir non-stop. Mais vraiment, c'était... Et c'est voilà, là où il y a un moment où j'ai travaillé beaucoup pour progresser, et il y a un moment où je me suis perdue. Ouais. Et là, j'ai mis les œillères, et je me suis épuisée au travail, et c'est là où j'ai commencé à me perdre. Voilà. Et comment on fait quand on est inscrit justement dans ce rythme de vie? On a un peu l'impression quand même qu'on peut difficilement faire autrement. Je sais que quand on est le nez dans le guidon, on a tellement de chevaux à sortir tous les jours, on a tellement de clients, on se dit de toute façon autrement ce n'est pas possible. Comment on fait pour sortir de ça en fait? On se met un coup de pied aux fesses et on lève la tête. Non mais c'est dur, ça m'a pris un moment. Ça m'a pris un moment, c'est difficile. Parce que en plus, voilà, je suis quelqu'un, moi je suis un bon soldat, hein. Je travaille, je compte pas mes heures et puis je fais ce qu'il faut. Et donc oui, j'étais performante et j'optimisais absolument tout, quoi. Donc ça allait à tout le monde. Donc quand personne vous dit lève le pied, parce que ça arrangeait bien tout le monde que je travaille autant. Mais il y a un moment, voilà, on commence à fatiguer. Vos proches vous disent oui, là quand même, attention, t'as plus le temps de rien, tu vois plus rien. Et oui, à un moment, j'ai pris un petit peu de recul, j'ai commencé à lever la tête et à me dire là, c'est un peu trop. C'est trop et pas dans le bon sens, pas dans la bonne direction, et ça n'est plus moi. Voilà. Mais c'est long, et c'est au bout d'un moment, après j'ai commencé à me dire attends, là, il faut que je me retrouve, que je me ressaisisse, que je me ressente, qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Et c'était quoi, du coup, les réponses aux questions? Vous étiez qui? Qu'est-ce que vous vouliez? Et où est-ce que vous vouliez aller à l'époque? Alors, après, en fait, tout ce qui... Je pense qu'on commence, je vais essayer de synthétiser, on commence avec le primaire. Le primaire, c'est l'inné. Après, le secondaire, c'est l'acquis. Et bien qu'on apprenne toute la vie, bien qu'avec les chevaux, on apprenne tous les jours... il n'y a rien de mieux qu'un cheval pour vous faire mentir. Il y a un moment où le tertiaire, c'est revenir au primaire en étant passé par le secondaire. Et j'avais vraiment un besoin de me retrouver, de retrouver qui j'étais en étant passé par tout ce que j'avais appris. Bien évidemment, c'est rien comparé à tout ce que j'ai encore à apprendre, mais j'ai quand même la capacité de résumer, de synthétiser tout ce qui m'entoure. Parce que j'aime regarder, j'aime observer, j'aime écouter, j'aime les gens. J'aime un peu tout ce qui m'entoure et donc voilà, j'essaie de profiter un maximum de toutes les informations qui m'entourent et j'avais ce besoin de revenir, d'entamer mon tertiaire, voilà, de revenir au primaire et de revenir à qui j'étais. Si j'ai bien compris, bon là on est en off, mais si j'ai bien compris, donc c'était quand vous étiez en Suisse. Oui. Ouais. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Donc, vous avez vécu cette période-là quand vous étiez en Suisse. Est-ce qu'on pourrait faire un petit bond en arrière et nous expliquer justement pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir, de quitter la France et vos écuries pour aller apprendre quelque part un peu plus loin? D'abord, j'ai décidé parce que je me suis mariée avec Daniel Eder. Et j'ai toujours eu à cœur, c'était facile, moi j'avais peu de chevaux, un camion, un groom. Donc voilà, mes parents quand j'étais jeune ont toujours insisté pour dire tu dois bouger, tu dois voir, tu dois aller chercher, tu dois aller apprendre. Donc là de se retrouver dans un système germanique, c'était très très intéressant, c'est très différent de la France.
Et là, on voit la France d'un œil extérieur. Donc on voit ce qui va, on voit ce qui ne va pas. Comme d'habitude au début, ben voilà, on est dans un système nouveau, donc là on se dit ok, il y a quand même pas mal de trucs. Le système germanique, quand même, il y a une cohésion de groupe, il y a une vision à long terme. Voilà, c'est-à-dire que quand on voit tous ces cavaliers allemands qui s'occupent des cavaliers plus jeunes, qui s'occupent des cavaliers juniors, qui s'occupent des cavaliers poneys, je veux dire, les cavaliers allemands de l'équipe de poney, ça ressemble à des petits Allemands ou des petits Marcusini. Voilà. Et justement, quelle différence, hein, qu'est-ce que d'après vous il faudrait importer finalement en France de ce système-là? La rigueur. La rigueur et le travail. Arbeit. À ce propos-là, nous on a eu la chance d'interviewer Michel Sorg, qui est le chef d'équipe suisse, et on a évidemment beaucoup parlé de l'équipe suisse, qui est une équipe très très forte, qui compte quand même pas moins des 2 meilleurs cavaliers mondiaux dans leur équipe, et je pense aussi aux jeunes cavaliers comme Ryan Balsiger qui arrivent. Comment est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on explique un tel succès, autant de résultats sur un aussi long terme dans un si petit pays. Dans un si petit pays notamment, oui. Là aussi, vous prenez 2 exemples de 2 familles. Voilà, le papa de Steve Gerda était déjà un cavalier très très connu. Steve a toujours été prédestiné à cette carrière. Tout petit, il était déjà à poney, à cheval, sérieux, appliqué, consciencieux, même parfois trop. Il était tellement dans son truc, je me rappelle encore, il est plus jeune que moi. Et tout le monde savait déjà quand il était tout petit que ça allait être une star. Ça se voyait déjà, le comportement et tout l'entourage qui allait aussi. Il avait tout pour réussir. C'était déjà... Il y a des gens comme ça, on voit. Il n'y avait aucune discussion, il n'y avait aucune question qui se posait. Et après, voilà, il avait le talent, l'intelligence, la rigueur et l'entourage. Avec des gens réalistes autour de lui, des gens qui étaient là pour le soutenir, pour l'aider, mais qui étaient aussi durs. Donc Steve, il est numéro 1 mondial. Enfin, demain, il y a un problème avec les groom aux écuries, il va brosser, il va faire les box, il va nourrir, il sait tout faire. Moi, je l'ai vu faire. C'est le parrain de Louis, c'est le parrain de mon fils. Donc, c'est un homme de cheval. Voilà. Et quant à Martin Fuchs, c'est le fils de Thomas Fuchs, et il a comme oncle Marcus Fuchs. Donc voilà, c'est une des grandes familles de l'équitation de la Suisse. Donc là aussi, tout le système était déjà en place. Tout était là pour lui. Tout à l'heure, vous nous disiez, il faut rassembler tous les éléments pour réussir, il faut avoir tout. Et là, on en parle, et vous en parliez pour votre cas à vous, mais aussi pour celui de Steve et de Martin Fuchs. Du coup, vous étiez issus de ces familles qui offrent ces possibilités-là, qui vous encadrent, qui vous entourent, qui vous fournissent des chevaux, qui vous... C'est encore un peu différent. C'est encore différent, bien sûr, mais en tout cas, il y a un petit dénominateur commun qui pourrait être celui-ci. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut rassembler tous les éléments qu'il faut pour réussir aujourd'hui, quand on n'est pas issu d'une famille cavalier, quand on n'est pas issu d'une famille qui a des moyens financiers, quand on sort un peu de nulle part, qu'on part un peu de zéro, est-ce que c'est faisable d'arriver au top? C'est beaucoup plus dur, mais c'est faisable. À la fin, voilà, s'il y a le talent et l'envie, dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui sortent de nulle part et qui y arrivent. Enfin, à aucun moment c'est une excuse. Mais oui, dans le monde de l'équitation, c'est difficile et ça va devenir de plus en plus difficile. On voit bien la direction que ça prend pour le haut niveau. On voit bien pour aller au très très haut niveau tout ce qu'il faut, les moyens qu'il faut. On voit bien qu'on prend la direction de la Formule 1 ou du sport nautique. Il ne faut pas se cacher la vérité. Donc il faut trouver un juste milieu entre tout ça. C'est là où c'est difficile. Parce que là, on parle aussi d'animaux, on parle de bien-être animal. Donc voilà, on ne parle pas de machine. Donc bien sûr, on a besoin de ces clients, de ces gens fortunés. Bien sûr qu'on en a besoin pour vivre, bien sûr qu'on en a besoin pour faire notre travail, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas tout accepter non plus. Et voilà, je pense qu'il y a des choses où il faut un peu mieux et plus cadrer. Je voulais aussi rebondir sur quelque chose que vous avez dit juste avant, que Steve Gerda notamment avait le travail, le talent, l'intelligence. Et je voudrais m'attarder là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de travail et de talent. Et je pense notamment à l'interview qu'il a donnée sur les Jeux Olympiques.
Et je pense aussi au fait que vous prenez, j'ai l'impression en tout cas de mon point de vue, de plus en plus position sur certains sujets. Est-ce que vous pensez que pour être un grand champion, il faut évidemment du travail, évidemment de talent, évidemment des moyens financiers, mais aussi l'intelligence, le recul, d'être un peu porte-parole comme l'est Steve, comme l'est Kevin, comme je trouve en tout cas que vous l'êtes. Est-ce qu'il faut aussi ça pour être un sportif au-delà d'un cavalier, un sportif... Après, il y a plus... Alors, je ne me compare absolument pas parce que je n'ai absolument pas les résultats de Kevin ou de Steve. Mais moi, ma démarche est un petit peu différente. Voilà, je fais du commerce, je vends toujours les chevaux avant qu'ils arrivent au niveau, j'ai peu de chevaux, j'ai une vie à côté, j'ai été éduquée pour avoir une vie à côté aussi. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les 30 meilleurs mondiaux, j'ai pas envie de faire du concours tous les week-ends. La vie, c'est pas ça. Et j'ai un enfant, j'ai envie de m'occuper de lui, et voilà, j'aspire à d'autres choses intellectuellement. Et donc, oui, moi, je voudrais faire des Coupes des Nations. Je l'ai déjà fait, c'est ce que je préfère. Les championnats, c'est mon rêve. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est mon rêve. Et je n'ai pas besoin pour ça d'avoir 10 chevaux et de faire du concours tous les week-ends. J'ai besoin de 2 cracks. Et de rester réaliste, de rester concentré et de rester dans le coup. Donc il faut juste trouver l'équilibre entre les deux. Mais c'est pas du tout comme Steve ou Kevin qui passent leur vie à ne faire que ça. Et il y a 2 sortes de champions. Donc là, je ne parle absolument pas de moi. Il y a des champions comme Steve, je dirais plutôt Steve, ou dans le tennis Roger Federer, qui sont des porte-paroles, qui sont des gens, c'est des hommes bien. Voilà. Donc Steve a son petit caractère quand même, hein, il ne faut pas lui parler s'il a fait 4 points, 8 points, voilà. Mais bon, un champion c'est ça aussi, je veux dire, citez-moi un perdant, citez-moi un bon perdant, je vous citerai un perdant. Donc, mais voilà, c'est des porte-paroles, c'est des gens qui